une de cette édition d'information, dépenses des fonds publics, des ordonnateurs et les contrôleurs financiers auprès des ministères, des établissements publics administratifs et des collectivités territoriales décentralisées de retour sur les bancs. Ils suivent depuis ce 13 juillet 2016 à Yaoundé un séminaire de formation sur la mise en œuvre du plan de modernisation et de développement de l'activité de contrôle financier pour une dépense de qualité. Projet de loi portant code pénal adopté le mois dernier au Parlement, le gouvernement lève les équivoques. Le ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux, Laurent Esso, s'est étendu hier mardi au cours d'une conférence de presse sur les points qui ont provoqué la polémique au sein de l'opinion. À l'extrême nord, l'on passe l'état de santé de la région au scanner. C'est à la faveur des assises du comité de coordination du maintien de l'ordre dont les travaux se sont ouverts à Koza dans le département du Mayo-Tchanaga. Voilà pour les titres. Mesdames et vous aussi, messieurs, bonsoir, bienvenue au journal. Chaîne de la dépense des fonds publics, les ordonnateurs et les contrôleurs financiers auprès des ministères des établissements publics administratifs et des collectivités territoriales décentralisées suivent depuis ce 13 juillet à Yaoundé un séminaire de formation sur la mise en œuvre du plan de modernisation et de développement de l'activité de contrôle financier pour une dépense de qualité. La cérémonie d'ouverture était présidée par le secrétaire général du ministère des Finances, Gilbert Didier Edouard, qui avait à ses côtés le directeur général du budget, Antoine Félix Samba, Jean-Pierre Bitongo, Joseph Ateba et Eric Tiché pour le récit. La poursuite de la mise en œuvre des réformes engagées sur les finances publiques dans les volets budgétaires, financiers, comptabilité matière et la recherche systématique de la performance telle que prescrite par le régime financier de l'État exige que les personnels du ministère des Finances en général et singulièrement les contrôleurs financiers et les ordonnateurs des crédits publics aient une parfaite connaissance de leur rôle, de leurs attributions et du cadre juridique de leurs activités respectives, ce d'autant plus que ces deux maillons entretiennent souvent des rapports conflictuels qui plombent parfois la bonne exécution des budgets publics. Depuis 2007, le Cameroun est inscrit dans la dynamique de la performance. Il est évident que la première ressource d'une organisation sont les hommes. Du coup, les contrôleurs financiers sont des acteurs majeurs dans le cadre de la performance de la gestion budgétaire. Il y a aussi les ordonnateurs. Il va sembler donc important que, puisqu'il y a des mutations dans les différents départements ministériels, que de temps en temps, on puisse renforcer les capacités de ces acteurs pour que nous puissions effectivement atteindre l'impératif de performance qui aujourd'hui est un objectif et une nécessité pour que nos administrations. À en croire le secrétaire général du ministère des Finances, la plupart des récriminations enregistrées à l'encontre des contrôleurs financiers, gendarmes de la gouvernance financière budgétaire et de la fortune publique et des ordonnateurs trouvent en partie leur justification dans la qualité parfois médiocre des capacités professionnelles de ces acteurs qui, par conséquent, ne jouent pas chacun son rôle tel que défini par les tests en vigueur. Ce séminaire qui s'achève le 15 juillet 2016 se propose d'apporter des outils devant permettre aux différents intervenants de la chaîne budgétaire de jouer véritablement leur rôle à travers le renforcement au maximum de leur capacité professionnelle. Nous voulons que la dépense, qui aujourd'hui est bien orientée, c'est-à-dire élaborée sous forme de programmes avec des indicateurs de performance, des objectifs clairs, que cette dépense-là puisse réellement atteindre ces objectifs. C'est donc important de mettre en synergie les contrôleurs financiers, qui un peu sont les gendarmes, comme l'a dit le secrétaire général tout à l'heure, et ceux qui sont les contrôlés, pour qu'effectivement tous comprennent qu'ils sont là en train de servir une même cause. C'est un peu ça l'objectif que nous voulons atteindre dans le cadre. Vivement que la meilleure compréhension du rôle des uns et des autres puisse aboutir à une fluidité dans la régularité de l'exécution de la dépense publique. Le projet de loi portant code pénal adopté le mois dernier au Parlement a encore fait courir la presse mardi à Yaoundé. C'était à la faveur d'une communication donnée par le ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux. Laurent Esso s'est étendu sur les points qui ont provoqué la polémique au sein de l'opinion afin d'élever les équivoques. Reportage.
Au sujet du code pénal adopté en juin dernier par le Parlement et s'agissant particulièrement de l'article 127, Laurent Esso a expliqué qu'il a été reformulé pour mieux le cerner et qu'un amendement du gouvernement peut intervenir à tout moment dans le processus d'adoption d'un projet de loi au Parlement. Sur la filouterie de loyer, le ministre d'État a expliqué qu'il s'agit d'encourager le locataire à respecter un engagement pris et qu'elle ne concerne que les filous, les escrocs, les malhonnêtes, soit des personnes de mauvaise foi. Pour ce qui est de l'adultère, une autre disposition de ce code pénal qui a créé la polémique, même si la loi punira désormais au même titre que la femme mariée, le mari infidèle qui a des rapports sexuels avec d'autres femmes que son ou ses épouses, la même loi permet que le pardon du conjoint offensé arrête toute poursuite. Le garde des Sceaux qui a évoqué la grâce présidentielle accordée à Maître Lydienne Yeneyoum dans le sens des amendes imputées à la mise en cause, va rappeler que la décision prononcée contre Lydienne Yeneyoum a ordonné la confiscation de ses biens et que la mise en exécution pourrait permettre de récupérer les sommes dues. Une fois qu'on a fini d'exécuter la décision de justice, si les montants ne sont pas remplis, il reste toutes les procédures civiles qui nous permettent de récupérer les fonds. Toutes les procédures civiles. C'est-à-dire que si on va au-delà de ce qui a été prononcé par le juge, parce que la juridiction ne s'adresse qu'aux biens saisis. Les autres biens qui n'ont pas été saisis vont faire l'objet de poursuites civiles. Aussi va-t-il rappeler à l'assistance que le mécanisme judiciaire qui sort Maître Lydienne Yeneyoum de prison ne saurait être perçu comme une entorse à la loi. Ce pouvoir est reconnu au président de la République par la loi fondamentale. J'aimerais que tous les Camerounais comprennent bien qu'il s'agit d'une grâce du président de la République. Il n'y a aucune entorse sur les procédures judiciaires. Le président de la République est souverain en matière de droit de grâce et ça se passe ainsi partout dans le monde. Le Cameroun n'est pas une spécificité. Voilà. Sur la polémique au sujet de la contribution de Maurice Kamto à la rédaction du code pénal, Laurent Esso a salué la contribution du cabinet Brain Trust sollicité par le Minjustice en 2008. Mais il est resté prudent en répondant à la question sur le montant du marché et avoue craindre une exagération de la part de la presse. Les archives du ministère feront foi, a-t-il conclu. Le ministre d'État a surtout insisté sur les innovations du code adopté au Parlement. Il consacre les peines alternatives pour désengorger les prisons et éviter la resocialisation souvent difficile aux prisonniers de petites peines de privation de liberté du fait de leur passage en prison. La responsabilité pénale des personnes morales, une autre innovation, permet de punir les infractions commises pour le compte de ces personnes par leurs représentants. À l'extrême nord, le bilan de santé de la région passe au scanner. C'est à la faveur des assises consacrées au traditionnel comité de coordination du maintien de l'ordre dont les travaux se sont ouverts à Kouza dans le département du Mayo-Tchanaga. Pendant ces assises, il a été question de dresser le bilan de santé de la région au cours des 6 derniers mois. De Maroua, le compte rendu de Célestin Tabouli et le récit de Lisa Youmsi. En ouvrant les travaux consacrés au traditionnel comité de coordination du maintien de l'ordre SECO, à Kouza, Midian Wabakari, le gouverneur de la région de l'extrême nord, a rappelé que les présentes assises constituent un moment de concertation et d'échange en vue d'une synergie d'action entre les autorités administratives responsables en chef de sécurité et du maintien de l'ordre public dans leurs circonscriptions respectives. Il a été question pour le patron de cette région de revisiter les différents problèmes ayant émaillé ce territoire ces 6 derniers mois, tant sur le plan politique, social, administratif, sécuritaire que frontalier et transfrontalier. Il ressort sur le plan sécuritaire que les 6 derniers mois n'ont pas été un long fleuve tranquille. À ce sujet, le gouverneur a épilogué sur les menaces réelles que fait peser la secte Boko Haram sur le territoire avec des incursions meurtrières favorisant l'afflux des réfugiés nigérians et des déplacés internes. Midian Wabakari a, à ce sujet, engagé les uns et les autres à collaborer avec les forces de défense et de sécurité pour contrer toute attaque terroriste.
Sur le plan social, le numéro 1 de la région s'est félicité du bon déroulement des examens officiels sur toute l'étendue de la région. Il s'est penché sur la problématique des échecs aux examens scolaires s'agissant du cas spécifique de l'extrême nord. Midia Wabakari a aussi apprécié la vaste campagne de reboisement et la surveillance épidémiologique par des responsables sanitaires qui ont pu contenir certaines maladies comme le choléra et le paludisme. Le gouverneur a aussi fait le point sur la distribution des dons du chef de l'État aux quelques 75 000 déplacés internes du fait de Boko Haram. Il a fait le point sur les travaux de sécurisation des digues du lac de Maga et du fleuve Logon en cours d'achèvement dans le but de contourner les inondations qui menacent la région. Des exposés suivis des débats sont les travaux qui ont vu la participation des 6 préfets des départements, des autorités judiciaires, des responsables régionaux des forces de maintien de l'ordre et de toute la crème des chefs des services déconcentrés de la région. Toute autre chose à présent, Douala vient d'abriter le forum sur l'harmonisation des plans de préparation et réponse aux urgences sanitaires du secteur public et privé. Les travaux rentrent dans le cadre du programme national de prévention et de lutte contre les zoonoses émergentes. José Ngongan et Justice Totoum. Ce n'est pas un secret que les villes de Limbe et de Yaoundé accueilleront bientôt les rencontres de la CAN féminine de football avec Douala comme zone de transit entre les sites retenus pour l'occasion. Du forum sur l'harmonisation des plans de préparation et réponse aux urgences sanitaires du secteur public et privé qui vient de se tenir à Douala dans la capitale économique du Cameroun, l'on retient que cette grande messe sportive de portée internationale va générer non seulement des regroupements massifs des populations, mais aussi un accroissement du trafic des hommes et des biens entraînant des risques majeurs pour la sécurité sanitaire des populations. Au regard des enjeux de la préservation de leur santé et du tissu socio-économique, il paraît urgent de mettre en place une stratégie nationale concertée de préparation des événements de santé publique, impliquant aussi bien des partenaires gouvernementaux que le secteur privé, selon l'approche globale et coopérative. Le Cameroun fait face à un certain nombre de situations d'urgence sanitaire, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire des situations où des populations peuvent mourir en grand nombre et où on peut perdre nos biens. C'est ça qu'on appelle les urgences sanitaires. Et on a remarqué que pour faire face à ces urgences sanitaires, au niveau de l'État, tous les intervenants doivent être ensemble pour pouvoir agir, à savoir les forces de défense, les forces de niveau de la santé publique, sous la coordination en général de l'autorité administrative. Mais non seulement des partenaires de l'État, mais aussi des partenaires très importants qui sont ceux du secteur privé. Donc l'idée aujourd'hui, c'est de s'asseoir entre nous, partenaires de l'État, et entre les partenaires du secteur privé pour qu'on planifie, pour qu'on s'organise, afin que le jour où nous faisons face à une urgence de santé publique, que notre action puisse être coordonnée. Il était important de noter que les événements de santé publique ne se caractérisent pas par leur apparition subite, leur forte amplitude et des conséquences pouvant traduire entre pertes de vies humaines ou animales, avec un impact social, économique et financier significatif. D'où l'importance d'une harmonisation de la qualité des urgences au Cameroun et un plan de gestion soigneusement élaboré. Réforme hospitalière. Le Cameroun veut rompre avec les mentalités et les habitudes négatives du passé. Le ministre André Mamafouda a procédé le 12 juillet dernier à Yaoundé à l'ouverture d'une concertation visant l'élaboration d'un plan d'action actualisé de la réforme hospitalière pour la période 2017-2021. Alors que le rapport final du comité d'experts daté de 2005 sur la réforme hospitalière n'a jamais été validé et le coût de sa mise en œuvre jamais estimé 11 ans après. Jean-Pierre Bitongo et Joseph Ateba. Depuis 1982, le système de soins au Cameroun est miné par des maux graves. Mais malgré l'identification des problèmes consignés dans le rapport final du comité d'experts sur la réforme hospitalière, validé en 2005, l'univers hospitalier camerounais connaît encore beaucoup de médiocrité dans les aspects ci-après. Les prestations de soins de qualité aux populations, la prise en charge des urgences, l'accueil des patients, la motivation du personnel, la gestion et la maintenance des infrastructures et équipements hospitaliers, les mécanismes et modalités de financement des hôpitaux
puis les marchés illicites de médicaments qui se développent au jour le jour, entre autres. D'où l'importance de poursuivre les réformes hospitalières. La réforme hospitalière n'a jamais été interrompue. C'est un processus qui est continuel. Il y a un certain nombre de chantiers qui ont été identifiés par les experts. Ces 12 chantiers ont été mis en œuvre diversement. Et 10 ans après, nous faisons donc un point, chantier par chantier. Qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce qui reste à faire? Je crois que c'est l'objet de cette rencontre où nous remettons à plat les grands problèmes qui ont été identifiés. Il faut tout de même noter que malgré les imperfections, le système hospitalier camerounais a connu des avancées non négligeables en matière d'infrastructures sanitaires publiques et compte à ce jour 2327 formations hospitalières, dont 7 hôpitaux généraux de première catégorie, 8 hôpitaux centraux de deuxième catégorie, 14 hôpitaux régionaux de troisième catégorie, 143 hôpitaux de district de quatrième catégorie, 234 centres médicaux d'arrondissement de cinquième catégorie, 1981 centres de santé intégrés de sixième catégorie et 2502 structures privées confessionnelles et à but lucratif. À ce bilan élogieux sur le plan de la carte sanitaire s'ajoutent des actions mises en œuvre pour donner corps aux différentes propositions d'amélioration du système hospitalier. L'Agence des normes et de la qualité entend jouer un rôle dans le contrôle des produits qui rentrent au Cameroun. Elle mène une campagne de sensibilisation dans plusieurs administrations publiques et même privées, en prélude au lancement de l'évaluation de la conformité avant embarquement des marchandises importées. Il s'agit de la matérialisation des conclusions de la Semaine nationale de la qualité qui s'est tenue en avril 2016 à Douala, la capitale économique du Cameroun. Justin Toutoum. Selon le directeur général de l'ANOR, le programme d'évaluation de la conformité avant embarquement des marchandises importées permettra également, dans une synergie avec les autres outils de compétitivité qui sont mis en œuvre par l'État, de mieux préparer les entreprises locales à la concurrence étrangère que va offrir l'entrée en vigueur des accords de partenariat économique avec l'Union européenne dès le 4 août prochain. Le gouvernement compte garantir des approvisionnements en matières premières de qualité pour les industries camerounaises locales et accentuer par là même des gains de temps et de meilleurs délais de mise sur le marché des produits importés. L'ANOR sera ainsi accompagné de la Société Générale de Surveillance, une multinationale basée à Genève en Suisse. L'ANOR a également sollicité les services du britannique Intertech. Ces deux entreprises auront la charge d'assurer les essais en laboratoire pour veiller à la qualité et au respect des exigences de la norme camerounaise. La Société Générale de Surveillance devra délivrer un certificat et une attestation de conformité à tous les produits dont les résultats seront satisfaisants. Ce travail avant embarquement des produits en direction du Cameroun sera complété dès 2017 par les ingénieurs de l'agence de normalisation postés au sein du laboratoire national de métrologie, dont la mise en service est prévue pour l'année prochaine. À l'étranger, Grande-Bretagne, David Cameron quitte Downing Street. L'ex-premier ministre britannique a quitté ce mercredi son poste en souhaitant réussite à son pays. Il s'est ensuite rendu à Buckingham Palace pour remettre sa démission à la reine Elisabeth II. L'essentiel de cette actualité internationale, c'est avec la rédaction de CamNews 24. C'est fait, l'ex-premier ministre britannique David Cameron a quitté ce mercredi Downing Street en souhaitant réussite à son pays qu'il aime tant. J'ai remis ma démission, je suis heureux que ce poste soit occupé pour la deuxième fois par une femme. Cela a été le plus grand honneur de ma vie d'être le premier ministre de ce pays, a-t-il déclaré, aux côtés de sa femme et de ses 3 enfants, après 6 ans à ce poste. David Cameron s'est ensuite rendu à Buckingham Palace pour remettre sa démission à la reine Elisabeth II. Avant de tirer sa révérence, David Cameron a conseillé à Theresa May de rester aussi proche que possible de l'Union européenne, malgré le Brexit qu'elle devra mettre en œuvre. Ministre de l'Intérieur du gouvernement conservateur sortant, âgée de 59 ans, elle prend possession du Downing Street, moins de 3 semaines après le vote des Britanniques pour sortir de l'Union européenne. Lors de sa dernière séance des questions devant le Parlement en tant que Premier ministre, David Cameron, de 10 ans son cadet, l'a invité à ne pas complètement tourner le dos aux 27 autres membres de l'Union. À retenir de cette édition d'information, dépenses des fonds publics,
les ordonnateurs et les contrôleurs financiers auprès des ministères des établissements publics administratifs et des collectivités territoriales décentralisées de retour sur les bancs. Ils suivent depuis ce 13 juillet 2016 à Yaoundé un séminaire de formation sur la mise en œuvre du plan de modernisation et le développement de l'activité de contrôle financier pour une dépense de qualité. Et puis à l'extrême nord, l'on passe l'état de santé de la région au scanner. C'est à la faveur des assises du comité de coordination du maintien de l'ordre dont les travaux se sont ouverts à Koza dans le département du Mayo-Tchanaga. Merci à tous de nous accorder votre préférence au quotidien. Fin du journal. Bonsoir.